Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à l'actualité des marchés financiers qui se sont déroulés la semaine passée et qui correspond à votre Noté pour vous numéro 318. Cette semaine, j'ai choisi de mettre à l'ordre du jour 3 éléments. Le premier va concerner la décision qui a été prise par la Banque Centrale Européenne en matière d'accord sur des liquidités d'urgence. Le deuxième point concernera les avancées dans la mise en œuvre du paquet MIF 2. Et le dernier point sera une référence à la saison des rapports d'activité qui ont été publiés cette semaine. Sur notre premier point est donc la décision de la Banque Centrale Européenne de préciser les critères qui vont être exigés pour qu'une banque centrale nationale puisse accorder à un établissement de crédit des liquidités en urgence. Cette position a été publiée le 19 juin dernier. Dans son document daté du 17 mai 2017, la Banque Centrale Européenne a donc défini les critères de solvabilité qui doivent être remplis par les banques qui demandent cette aide d'urgence, et ces critères doivent être vérifiés par les banques centrales nationales. Alors, quels sont ces critères de solvabilité? Pour la BCE, pour qu'une banque soit solvable, elle doit absolument respecter les ratios réglementaires. Et tout particulièrement, le ratio des fonds propres durs, donc tout ce qui est Core Equity Tier 1, mais également le ratio global de fonds propres qui doit être impérativement respecté. Dans le cas où l'un de ces ratios ne serait pas respecté, il y a quand même une possibilité d'obtenir cette aide d'urgence, puisqu'on peut se dire qu'effectivement, si les ratios sont respectés, normalement, la banque n'a pas de difficulté. Donc, deuxième cas, les ratios ne sont pas respectés, mais il y a une perspective de recapitalisation et surtout les besoins en fonds propres pourront être satisfaits dans les 24 semaines à venir. À ce moment-là, dans ce cas très spécial, il y a également cette possibilité d'obtenir une aide d'urgence. La BCE précise que cette aide d'urgence ne peut être attribuée que pour une durée de 1 année. En fait, une possibilité de prorogation est prévue, mais à ce moment-là, il faut impérativement l'aval de la BCE pour obtenir cette prorogation au-delà des 12 premiers mois. Il est à noter que la BCE insiste sur le fait que la charge et la responsabilité de la mise en œuvre de cette aide d'urgence va reposer exclusivement sur les banques centrales nationales, qui, du coup, en fixeront également le taux d'intérêt. Cette aide d'urgence a été utilisée notamment par Banco Popular, évidemment avant sa mise en résolution par le Conseil unique de résolution le 7 juin dernier. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous cette semaine concerne les avancées sur l'entrée en vigueur du paquet MIF 2. Alors, plusieurs éléments, 4 éléments en fait. D'abord, on a eu des règlements européens qui ont été publiés. Ces règlements concernent le format des publications et des communications. Donc là, on a eu un règlement délégué daté du 29 juin 2016, mais également un règlement d'exécution, lui, daté du 15 juin 2017, qui précise que le site internet est le principal mode de communication et de diffusion simultanée. On a également eu un règlement d'exécution sur la mise en œuvre des limites de position. Le deuxième élément va concerner une consultation publique qui a été ouverte par l'autorité des marchés financiers sur la vérification des connaissances et des compétences par les prestataires de services d'investissement de leurs collaborateurs. Donc là, c'est un point important puisque ça va être une transposition de la directive déléguée du 7 avril 2016 et qui va devoir nécessiter une mise en conformité pour que les investisseurs puissent bénéficier de la meilleure expérience et des meilleures compétences de leurs conseillers financiers. L'AMF insère ainsi les orientations qui ont été publiées par l'ESMA et qu'elle avait évidemment agréées
dans les 2 mois qui étaient imposés. À noter néanmoins que l'AMF propose dans sa consultation d'intégrer dans les orientations 2 recommandations. L'une va porter sur l'archivage, à savoir la collecte et surtout la conservation de l'ensemble des éléments qui vont permettre à l'autorité de vérifier que le prestataire a bien mis en place toutes ces vérifications et donc qu'une revue annuelle a été faite et que les personnes ont bien rempli les exigences requises. Et la deuxième recommandation va porter sur de la conformité, puisque l'AMF va exiger que la revue soit faite par le supérieur hiérarchique direct du salarié. Donc ça, ce sont évidemment des éléments qui ne sont pas dans les orientations de l'ESMA. Elles sont vraiment ajoutées par l'AMF, mais de là à dire que c'est du gold plating, ce serait peut-être un pas que moi en tout cas je ne ferai pas. Ce ne sont que des recommandations et cela paraît quand même être des recommandations de bon sens. Le troisième élément va concerner un dossier plutôt urgent pour l'ESMA qui milite depuis 2014 sur cette modification, à savoir la modification de la définition de l'internalisation systématique qui a été posée dans le règlement délégué 2017-565. Il est en effet important de se rendre compte que dès la mise en place de cette nouvelle définition, des entreprises ont trouvé le moyen de contourner très rapidement les nouvelles exigences imposées aux internalisateurs systématiques via des arrangements de matching. Du coup, il est proposé d'insérer dans ce règlement délégué un nouvel article 16 bis qui interdirait la possibilité de contourner toute la réglementation sur l'internalisation systématique via ces arrangements de matching. Affaire à suivre. Évidemment, il y a une assez grande urgence puisqu'il faudrait que cette décision et cette modification interviennent très rapidement pour qu'elle puisse entrer en vigueur en même temps que tous les autres textes. Sachant que normalement, au 3 juillet 2017, nous devrions avoir tous les textes pour laisser aux entreprises 6 mois pour s'organiser. Le dernier point, c'est une consultation de l'ESMA cette fois sur l'obligation de négociation des dérivés. L'ESMA va reprendre les classes de dérivés qui sont actuellement négociées, qui sont actuellement soumises à cette obligation au titre de la compensation et va mettre en exergue ces exigences, à savoir 2 critères, un test de cotation et un test de liquidité. Mon troisième et dernier point va concerner les rapports d'activité 2016. En effet, depuis la semaine dernière, l'ensemble des superviseurs et régulateurs financiers ont publié leur rapport d'activité pour 2016. Alors, c'est le cas au niveau européen, puisque tant l'ESMA que l'IBA ont publié ce rapport d'activité. Et sur le plan national, l'AMF a publié réellement son rapport d'activité 2016. La CPR, de son côté, a publié un document sur ses missions nationales et européennes. Alors, l'ensemble de ces documents, cette année, sont très didactiques, sont pédagogiques et on retrouve beaucoup d'informations que vous avez eues, évidemment, vous, au cours de l'année, avec les notés pour vous en images, mais qui permettent une synthèse, déjà, de l'ensemble de l'information écoulée et surtout qui nous permettent à nous de voir ce qui est considéré comme prioritaire par chacune de ces autorités. Voilà pour les quelques informations que je voulais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.